L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à notre chaîne. Bonsoir et bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout d'abord, les titres. Le président américain Barack Obama attendu demain au Sénégal. Les deux chefs d'État devront échanger sur les voies et moyens de placer l'économie sénégalaise sur une dynamique plus compétitive dans la région africaine et dans le monde. Des flammes et de la fumée en abondance hier à Koumassi, dans la capitale ivoirienne. 3 conteneurs transformés en atelier de soudure ont pris feu suite à un court-circuit. Pas de perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts enregistrés. Transition en douceur, l'émir du Qatar abdique en faveur de son fils. C'est désormais le prince Sheikh Tamim qui est à la tête du riche émirat, devenu poids lourd de la diplomatie. L'actualité forte de la semaine au Sénégal avec la visite du président américain Barack Obama qui sonne comme une victoire pour la diplomatie sénégalaise et démontre l'intérêt géostratégique accordé au Sénégal par la première puissance mondiale. Pays stable, le Sénégal peut également tirer profit sur le plan économique de sa coopération avec les États-Unis. Dans une Afrique de l'Ouest déstabilisée par les crises politico-militaires, le Sénégal reste une oasis de paix, un espace démocratique. En venant à Dakar, Barack Obama salue sans doute l'exemple sénégalais et consolide l'axe stratégique Dakar-Washington. Ce qui s'est passé le 25 mars 2012 au Sénégal est digne d'admiration par-delà l'océan Atlantique. Lorsque le président Macky Sall s'est rendu aux États-Unis, le président Obama a salué une démocratie solide et émergente. Cette visite va être sûrement l'occasion d'aborder les questions sécuritaires. Le dossier sécuritaire sera mis sur la table. Les États-Unis, plus que toute autre puissance au monde, sont parfaitement conscients des dangers que font peser les groupes terroristes et extrémistes. La visite de Barack Obama pourrait aussi booster les relations économiques entre les deux pays, une opportunité pour le Sénégal. Le Sénégal a bénéficié d'un appui financier de quelques 270 milliards de francs sous la présidence de Barack Obama, dans le cadre, bien sûr, de l'éligibilité au Millennium Account Challenge. Les Américains n'ont aucun intérêt à permettre cette offensive économique chinoise sur le continent, c'est-à-dire à laisser le champ libre aux Chinois, aux Indiens, aux Brésiliens et même à la Turquie. Les Américains sont parfaitement conscients de ce que le continent africain, l'Afrique au sud du Sahara, aura tendance de plus en plus à devenir un véritable atout pour le développement même de l'économie américaine. De Bill Clinton à Bush, en passant par Obama, le Sénégal aura reçu les 3 derniers commandants en chef des États-Unis d'Amérique, un honneur pour un pays en voie de développement. Sans conteste, Dakar demeure l'une des places fortes de la diplomatie mondiale. Démarrage ce matin au Niger des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle. Plus de 86 000 candidats sont enregistrés sur toute l'étendue du territoire national pour cette édition 2013. Nos correspondants à Niamey s'y sont rendus au jury numéro 28 pour constater l'effectivité de ces examens. Nous sommes au jury numéro 28, l'un des 65 centres d'examen du brevet d'études du premier cycle de Niamey. Tôt ce matin, les 316 candidats du 10 centres ont entamé l'épreuve de rédaction, la première de la journée. Et visiblement, tout se passe plutôt bien. Il déroule dans les normes comme dans toutes les salles. Donc c'est la même, on les a installés. Les épreuves ont été ouvertes devant eux et maintenant ils sont en train de travailler. On a commencé avec la rédaction. Ok, maintenant ça va mieux, Inch'Allah. Et ça s'est bien passé.
Pour ces examens du BEPC 2013, le pays enregistre 86 426 candidats répartis dans 279 centres. Des centres qui ont reçu la visite du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale venu s'assurer de l'effectivité et du bon déroulement des épreuves. Il a échangé avec le président de ce centre et que les conditions dans lesquelles se déroulent les examens en tout cas sont très bonnes d'après ce qu'il m'a dit. J'ai visité les salles de classe, j'ai vérifié aussi tout le dispositif est en place et que les surveillants sont là et qu'ils sont en tout cas très satisfaits dans les conditions dans lesquelles ils travaillent. Dans ce jury numéro 28, 4 candidats déficients visuels participent également à ces examens au même titre que les candidats valides. La sécurité étant de mise, les épreuves s'étaleront sur 3 jours. Pour cette première journée, outre l'épreuve de rédaction, celles de lecture expliquée et d'anglais ont été également au menu. Le groupe Safamcom, représenté au Burkina Faso par la Fondation 225, distingue chaque année les personnalités africaines qui œuvrent pour le développement du continent africain. Cette année, la cérémonie de distinction marque sa 13e édition et c'est Apollinaire Compaoré, PDG de Plan Nord Afrique, qui remporte la palme. Le compte rendu de notre bureau à Ouagadougou. J'ai le grand honneur de vous décerner ce samedi 22 juin 2013 le diplôme du prix du meilleur promoteur africain de l'investissement public du PADER. Monsieur Compaoré est celui à qui échoua le prix panafricain du développement en sa 13e édition. L'Afrique compte bien de valeureux fils, mais pourquoi le choix d'Apollinaire Compaoré, PDG du groupe Plan Nord Afrique? Le groupe Safamcom met en lumière les personnes physiques et morales qui chaque année, par la qualité de leur travail dans tous les secteurs d'activité et de la vie sociale, se posent comme des véritables artisans de développement de leur pays. De plus, Compaoré est fait symboliquement chef du royaume Akan de la Côte d'Ivoire. Ce mérite, les autorités burkinabées l'ont aussi perçu, voilà pourquoi elles étaient présentes. Et je pense qu'il le mérite amplement. Et comme vous l'avez souligné également, nous souhaitons qu'il soit un modèle pour les jeunes opérateurs économiques, pour surtout leur dire que la réussite, c'est au bout de l'abnégation, de l'effort et du sacrifice. Le groupe Safamcom, représenté au Burkina Faso par la Fondation 225, distingue chaque année les personnalités africaines qui œuvrent chaque jour pour le développement du continent. En décembre 2013, à Abidjan, se jouera la grande soirée du super-homme africain en matière d'engagement pour le développement. Engagé dans la bataille du 28 juillet prochain au Mali, le candidat de l'Union pour la République et la démocratie, URD, fourbit ses armes. Soumaïla Cissé est allé à la rencontre des Maliens des Pointes-Noires de Kinshasa en RDC et de Brazzaville au Congo pour échanger avec eux. Envoyés spéciaux Aminata Mariko et Moussa Bari. Cette pré-campagne du porte-étendard de l'URD s'est focalisée ce week-end sur 2 des plus importantes localités de l'Afrique centrale qui seront décisives dans la bataille du 28 juillet prochain. Soumaïla Cissé a insisté sur une sollicitation, à savoir l'engagement de la diaspora pour que la prochaine élection présidentielle soit une opportunité à même de permettre au Mali de franchir un pas important vers le progrès, la stabilité et l'édification de l'état de droit. Affirmant que sa formation accorde plus d'intérêt à la cohésion et à l'unité de la société malienne, l'icône de l'URD compte faire passer plusieurs messages au cours de cette tournée. D'abord, faire passer à l'idée que les Maliens de l'extérieur sont extrêmement importants pour moi, que je reconnais ayant occupé des fonctions au niveau du ministère des Finances, leur apport à l'économie nationale, leur reconnaître cet apport et faire en sorte que leurs problèmes soient appréhendés et résolu le moment venu. Mais pour cela, il faut venir les écouter, il faut discuter avec eux et que la nation entière reconnaisse vraiment un apport très important. Je suis venu aussi leur dire qu'ils comptent pour l'ensemble de notre pays et qu'ils doivent se mobiliser eux aussi pour le vote prochain du mois de juillet.
Jugeant qu'il en a toutes les qualités requises pour diriger le Mali et gérer sa crise, les militants URD de ces localités ont demandé à leurs partisans de voter massivement pour leur candidat pour réaliser le changement réclamé par tous les Maliens, ceux de l'intérieur comme de l'extérieur. On a l'espoir, on a confiance aussi sur les partis, on sait bien qu'on va arriver. Et je pense que si tous les autres ont fait comme ici à Brazzaville, Ismaïla Cissé passera au premier tour. Il n'y aura pas de deuxième tour. Dans le cadre du renforcement de capacité de la commission Dialogue et Réconciliation au Mali, un atelier d'échange a été organisé ce mardi à Bamako entre l'ONG Centre pour le dialogue humanitaire et la commission. Les deux organisations ont partagé leur expérience. C'était en présence de nos reporters Dja Kadija Tangara et Malik Mbaye. Selon les HD et dialogue humanitaire, l'outil de base d'une médiation simple et crédible se repose sur 4 axes. La problématique, le diagnostic, l'approche générale des options de solutions et les actions spécifiques, c'est-à-dire les engagements. Ces quelques idées doivent faciliter le travail de la commission Dialogue et Réconciliation du Mali. Nous devrons vraiment apprendre à comprendre ce que c'est qu'un dialogue. D'abord, ce que nous avons appris, c'est l'écoute. C'est-à-dire la capacité d'écoute sans donner son avis, parce que les individus, pour un même problème, ils peuvent avoir beaucoup de points de vue en provenance de beaucoup de personnes. Et ça va nous faciliter la tâche dans le cadre de notre travail. Et ce matin, c'est un centre qui est vraiment spécialisé dans le processus de dialogue. Et tout ce qu'on nous a montré jusqu'à maintenant, c'est effectivement comment est mené ce dialogue. Et je pense que c'est un outil précieux pour nous parce que nous sommes appelés à aller sur le terrain, à aller surtout écouter, à aller dialoguer. L'ONG HD, qui est présente dans plusieurs pays en guerre, a pour mission de faciliter le dialogue entre communautés en conflit, d'où la raison de cet atelier. Notre travail à nous, et d'autant plus que personnellement je ne suis pas malien, il n'est jamais d'entrer sur les questions de fond. On n'aborde pas les questions de fond, c'est les acteurs qui sont invités qui le font. On n'a pas à se prononcer sur les choix des uns ou des autres, les préférences des uns ou des autres. Nous, notre simple initiative, elle vise à créer un cadre, à donner un espace qui permette à des acteurs de se sentir en sécurité et de pouvoir librement échanger à l'intérieur. En vue de donner une piste à la Commission Dialogue et Réconciliation du Mali, un film sur les témoignages de la population du Nord a été projeté. La rébellion de 90, c'est ce qui a amené tout ça. Et je l'ai dit, c'est pourquoi Gaddafi a été créé. Parce qu'en Sangha, en réalité, ce sont nos frères même qui nous ont détruits. Il y a une solution. Si vous êtes des patriotes, des Maliens, cherchez le virus sous les racines. On se plaint du fait que l'État nous a oubliés. L'État ne s'investit pas chez nous. Mais le peu qui a pu être fait en 50 ans a été détruit par les vandales. Au sorti de cet atelier d'un jour, l'on peut espérer sur l'engagement fort de la Commission Dialogue et Réconciliation pour une résolution rapide de la crise malienne. L'Association des municipalités du Mali, en collaboration avec l'Association des collectivités du Mali, a organisé cet après-midi une réunion de soutien aux maires sous contrôle judiciaire. Les élus locaux entendaient s'enquérir de l'évolution des dossiers auprès des autorités judiciaires. Là-dessus, nous écoutons Mme Konaté Fatoumata Doumbia, maire de la commune 1 du district de Bamako. Vous avez dû remarquer que nous sommes des élus municipaux ici. Maire, adjoint maire et conseil simple de l'ensemble du district de Bamako, des 6 communes de Bamako et du conseil du district de Bamako et de quelques communes du secteur de Kati. Nous ne comprenons pas comment se fait-il qu'un maire du district soit détenu sans qu'il soit jugé. Une simple liberté provisoire. Nous n'avons pas compris jusque-là pourquoi les autorités judiciaires n'ont pas voulu accorder cette liberté provisoire. Ça ne s'explique pas. En tout cas, nous, on n'a absolument rien compris. Et nous sommes tous pratiquement convaincus aujourd'hui que peut-être là-dessous, il y a en tout cas un élément politique que nous ne comprenons pas.
Voilà, Madame Conté Fatoumata Doumbia, maire de la commune 1 du district de Bamako. Je l'annonçais, un titre, des flammes et de la fumée en abondance hier à Koumassi, dans la capitale ivoirienne. Un violent incendie a frappé la zone industrielle de la commune. 3 conteneurs transformés en atelier de soudure ont pris feu suite à un court-circuit, mais heureusement, aucune perte en vie humaine enregistrée. Abidjan, zone industrielle de Koumassi. 3 conteneurs qui servaient d'atelier de soudure sont partis en fumée aux environs de 11 h ce lundi 24 juin 2013. Selon les témoins, les causes de cet incendie sont encore non identifiées. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont énormes. Tout le monde est allé manger, ça nous retour maintenant, on voit que le feu a envahi le coin. C'est pas ce qui s'est passé, sinon nous on a mis nos matériels en sécurité et puis on allait manger. Le patron, de toute façon, il a été paniqué par le feu là, on ne sait pas où il est rentré à là. Beaucoup de dégâts, les postes, tout ce que les matériels on travaillait ça, plein, les gaz, tout ça là. C'est qu'on pouvait faire sortir, nous on a fait sortir des gaz avec les 3 postes à soudure. Tout le reste a pris feu. Plusieurs entreprises à proximité du lieu de l'incendie ont pu échapper au feu. Mais selon certains travailleurs, la présence des soudeurs dans la zone industrielle de Koumassi est un véritable danger pour leurs entreprises. Toutes les rues de la zone industrielle, surtout celles qui encadrent notre entreprise, sont occupées par des citernes et des ferronniers qui font leur boulot dans la rue. Cela a des effets négatifs sur notre travail parce que nous travaillons dans le textile. Ce qui veut dire que nous avons des tissus, du fiole qui alimentent régulièrement notre chaudière. Alors que ces ferronniers travaillent avec des étincelles qui ne sont pas protégées. Donc notre entreprise est vraiment confrontés à des situations d'incendie comme ce qui s'est passé. Les sapeurs-pompiers militaires alertés ont pu circonscrire le feu. Les enquêtes sont en cours par la police nationale afin de déterminer les causes exactes de cet incendie. C'est une transition inédite dans l'histoire récente du monde arabe. Aucun souverain n'a renoncé au pouvoir de son plein gré jusqu'à Cheikh Al-Thani. L'émir du Qatar a décidé d'abdiquer, de céder son pouvoir à son fils après 18 ans au pouvoir. Un changement de tête, mais pas de changement politique. L'émir du Qatar a passé aujourd'hui le flambeau à son fils Cheikh Tamim, 33 ans, qui devient ainsi le plus jeune dirigeant d'un pays du Golfe. Le jeune homme, déjà en charge de l'armée depuis plusieurs années, promet de marcher sur les pas de son père, dont le bilan est impressionnant. 18 ans de règne et un développement fulgurant de ce petit pays de 2 millions d'habitants, extrêmement riche grâce à ses réserves de gaz. Mais l'émir Hamad veut surtout placer le Qatar sur l'échiquier mondial. Il investit massivement dans le sport, l'hôtellerie de luxe et l'immobilier à l'étranger et devient un acteur majeur dans de nombreux dossiers diplomatiques. L'émir devient incontournable. Il est à la table des plus grands et il obtient même l'organisation de la Coupe du monde de foot en 2022. Cette abdication est une première au Qatar et dans l'histoire récente du monde arabe, où aucun souverain n'a jamais renoncé au pouvoir de son plein gré. À présent, du sport avec la compétition du moment, la Coupe de Confédération. Demain et après-demain, les demi-finales, la Seleção brésilienne affrontera mercredi l'Uruguay, tandis que jeudi, l'Espagne sera face à l'Italie. Deuxième semaine de la Coupe des Confédérations et de choc de titans à l'affiche pour les demi-finales Brésil-Uruguay et Espagne-Italie. Mercredi, Belo Horizonte accueillera une première rencontre 100% sud-américaine. Pays organisateur de la compétition, le Brésil s'est réconcilié avec ses supporters depuis sa victoire en amical 3-0 contre la France début juin. Le sélectionneur philippin a remporté son pari de redonner confiance à la Seleção, quintuple championne du monde. Notre équipe progresse de plus en plus. On parvient à réaliser ce que l'entraîneur nous demande. On s'est amélioré dans le marquage et dans le fait de jouer compact. Et c'est ça qui nous permet de faire la différence. Les Brésiliens ont terminé premiers du groupe A en battant le Japon, le Mexique et l'Italie avec un Neymar infatigable. La star nationale de 21 ans, fraîchement transférée au Barça, explose enfin en sélection, 3 buts d'anthologie et 3 fois élu homme du match. Le Brésil affrontera une équipe d'Uruguay qui a tenu son rang dans le groupe B en concédant une défaite seulement face aux Espagnols, champions du monde et d'Europe en titre. En 1950, la Céleste avait privé le Brésil d'un titre de champion du monde à domicile. Jeudi, ce sera une demi-finale européenne, Espagne-Italie, qui se jouera à Fortaleza.
Fernando Torres est le meilleur buteur à ce stade de la compétition avec 5 buts, dont 4 marqués face aux amateurs de Tahiti lors d'une victoire record 10-0. Les Espagnols se portent bien malgré le climat tropical. Ce match, les 3 matchs en fait que nous avons gagnés de cette façon, avec ce climat, il nous a fallu du temps pour nous acclimater à tant d'humidité et de chaleur. Mais je crois que l'équipe se sent bien, a de bonnes sensations, et maintenant il faut penser à la demi-finale. Les Italiens, eux, auront à cœur de faire oublier la défaite 4-0 infligée par la Rora en finale de l'Euro 2012, sans leur star Mario Balotelli, qui a dû rentrer en Italie pour soigner une blessure à la cuisse. C'est tout pour Afrique Soir. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur africabtelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, de grands événements et de grandes mutations sur Africable.